Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Ce nouveau numéro sera consacré bien sûr par l'analyse de la situation économique de notre pays, donc des actions du gouvernement Kassory sous son angle économique, les grandes annonces que l'homme avait faites à l'arrivée à la primature suite à sa nomination par le président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de quelques conférences de presse animées par un certain nombre de ministres de l'équipe Kassory, notamment dans certains secteurs stratégiques, entre autres le secteur des télécommunications, où le ministre a annoncé des performances des meilleures, notamment dans la sous-région, voire même sur le continent africain, en termes de taux de pénétration de la téléphonie dans notre pays, en termes de qualité de la téléphonie, mais aussi de l'Internet. Et puis nous parlerons aussi de la conférence de presse du ministre des Mines qui a annoncé des chiffres comme performance, notamment de 10 milliards de dollars d'investissement qui constitue le double de l'investissement en 52 ans par les deux régimes qui ont précédé celui d'Alpha Condé, et puis bien d'autres sujets d'actualité mais liés à l'économie qui seront donc développés dans cette émission. Et pour en parler, j'ai décidé de donner la parole à quelqu'un qui est déjà un habitué de cette émission et qui a même invité, il faut le rappeler, Kassory Fofana à un débat face à face sur des questions économique, mais aussi de développement, ce qui n'a pas eu du tout lieu puisque Kassory n'a pas répondu à cette invitation. Et entre-temps, il a été promu Premier ministre depuis lors. Et il s'agit de Mamadi Sitan Keita. Il est spécialiste du développement économique et social, consultant international, un habitué de cette émission Café Débat. Monsieur Keita, bienvenue sur ce plateau. Merci. Oui. Et surtout, bonne année à vous, puisque nous sommes encore au mois de janvier 2019. Oui, oui. Merci bien. Effectivement, ça fait une année qu'on ne s'était pas vu. Donc, je suis heureux d'être sur ce plateau. Et merci, merci de la disponibilité. Alors donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste du développement économique et social. Donc vous êtes toujours en rapport avec les chiffres, avec les questions de développement, les indices de développement, les indicateurs de performance, que ce soit de la Guinée ou d'autres pays africains, ainsi de suite. Alors oui, il y a un moment, on avait parlé des grands contrats qui avaient été signés par moment, avant même que Kassory ne soit Premier ministre, la tendance de l'économie guinéenne, les performances, le taux de croissance, de création d'emplois. Aujourd'hui, nous sommes donc 10 mois pratiquement après la nomination de Kassory au gouvernement, comme Premier ministre. Et c'est un économiste à son tour. Déjà, il a 10 mois à son compteur. C'est une période qui peut quand même suffire pour poser des jalons. Les actes fondamentaux de relance, de redynamisation d'une économie. Donc à la lecture de l'économiste, qu'est-ce que vous faites comme conclusion après 10 mois d'exercice de Kassory et son équipe au vu de toutes les annonces qu'il a faites? Encore une fois, merci. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Je dois dire que, parlant du défi que à l'époque j'avais lancé, ou ma réponse plutôt au défi que le Premier ministre Kassory avait lancé à l'époque, je dirais que après avoir esquivé le débat, je crois qu'il a été récompensé par le président de la République. J'ai même un ami qui est un haut cadre de l'administration guinéenne qui m'a fait une boutade récemment. Il dit: ah mais Sitan, est-ce que moi aussi tu vas pas m'inviter à un débat afin que je puisse bénéficier d'une promotion? J'ai dit: d'accord, il n'y a pas de problème, mais à condition que tu fasses des déclarations à l'emporte-pièce publique. En ce moment-là, effectivement, tu vas m'interpeller à t'inviter. Bon, enfin... juste pour rire. Oui. Enfin, je souhaite bonne réussite au Premier ministre Kassory. Parlant de la situation socio-économique ou du bilan socio-économique de 2018,
En l'absence des chiffres, des agrégats portant sur l'année qui vient de s'écouler, je vais parler du taux de croissance, je vais parler de l'indice de pauvreté, je vais parler de l'indice de développement humain. Ces chiffres ne sont pas encore disponibles. Et en l'absence donc de ces chiffres, je vais m'atteler à donner mon opinion sur les déclarations qui ont été faites depuis la fin de 2017 déjà, jusque maintenant, par les membres du gouvernement et les réalisations qui en ont résulté. Alors, pour cela, je vais commencer par certaines déclarations faites par le Premier ministre Kassory à son arrivée aux affaires comme Premier ministre. À l'époque, il avait dit qu'il avait identifié un certain nombre d'axes sur lesquels essentiellement ses actions porteraient. Il avait parlé notamment de la redistribution des fruits de la croissance résultant des années précédentes, parce qu'il faut reconnaître que depuis 2 à 3 ans, le pays réalise des taux de croissance très appréciables. Donc lui, il s'était inscrit dans la logique de procéder de façon adéquate à la redistribution des fruits de cette croissance. Il avait parlé aussi de la promotion de l'emploi, notamment pour les jeunes, et il avait également parlé de la lutte contre la corruption. Bon, je ne me rappelle plus de tout ce qu'il avait dit. On va juste prendre... Essentiellement, ce on va juste prendre ces trois grands axes de ces annonces. Voilà. Parlant du premier axe, quand je l'ai entendu dire qu'il va s'atteler à redistribuer les fruits de la croissance, je dis, mais on est dans quel pays là? Dans un pays normal, dès le lendemain, ce Premier ministre devait être débarqué. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé le partage du fruit de la croissance désormais. Oui, tout à fait. Il ne devait pas annoncer les choses ainsi. Non. En fait, la croissance, c'est, en termes simples, c'est l'augmentation de la richesse sur une période donnée. Et la richesse se produit essentiellement sous 2 formes. Soit sous la forme de profit pour ceux qui sont détenteurs de capitaux, soit sous la forme de salaire pour les employés. Alors, quand vous dites que vous allez vous atteler à redistribuer le fruit de la croissance, c'est que vous ignorez que ces fruits ont déjà été distribués. Parce que, soit sous forme de profit pour les investisseurs, soit sous forme de salaire pour les employés. Ce sont les 2 grandes composantes de la croissance. Donc, dès lors, vous voulez dire que, c'est-à-dire que un Premier ministre ne peut pas créer un miracle en termes de partage du fruit d'une quelconque croissance, parce que dès qu'il y a croissance, automatiquement... La distribution est faite déjà. Elle est automatique. Elle est automatique. C'est le fait d'avoir distribué ces 2 composantes qu'on parle de croissance. La distribution se fait au moment de la réalisation de la croissance. Donc, un Premier ministre qui ne comprend pas cela, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas compter sur lui quand même pour adresser une situation. Donc Kassory avait déjà raté. C'était raté. Dans la phase des annonces. Des annonces. Et moi j'étais surpris de voir qu'aucun leader d'opinion... Donc ce qu'il aurait dû dire, c'est de dire on va booster la croissance, plutôt que de dire qu'on va partager les fruits de la croissance. Les seuls éléments que les pouvoirs publics peuvent prétendre redistribuer après la réalisation de la croissance, c'est peut-être les recettes publiques sous forme de taxes qui résultent de la croissance. Et au même moment, si vous vous rappelez, il y avait des déclarations faisant état
de la baisse des recettes publiques. Donc, en fait, il n'y avait rien à redistribuer là. Alors, si celui qui est en charge de la mise en œuvre de la politique de l'État ne comprend pas ces petits principes simples. Peut-être qu'il veut parler de la redistribution, de la distribution équitable, plus ou moins équitable, des richesses nationales. Parce que même les politiciens de l'opposition, c'est ce qui les reprochent à ceux qui sont en situation de gouvernance, à dire qu'ils ne sont pas dans l'élan de la redistribution ou de la distribution de la richesse nationale. Oui. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un jeu de mots? Ou est-ce que c'est un cas d'école ou un débat d'école entre... voilà. Non, non, non. En fait, c'est pas un débat d'école. Quand, je ne sais pas quel est le leader de l'opposition qui a parlé de l'absence de redistribution de la richesse, mais cela se fait au niveau du processus de production. Faire en sorte que il y ait une cause ciblée qui bénéficie des moyens de production suffisants afin d'être doté à la suite de la production. Voilà. En Guinée, par exemple, le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la main-d'œuvre ne contribue qu'à hauteur d'à peine 14 à 15% à la création de richesses en Guinée. Donc, toute croissance résultant d'une telle situation ne peut pas être suffisamment inclusive pour réduire la pauvreté de ces 70% de la main-d'œuvre active. Donc, si tu veux procéder à une redistribution a posteriori du fruit de la croissance, tu dois mettre en place des actions qui contribuent à augmenter la part de ces 70 à 75% dans le processus de production. Voilà. Bien. Et donc, ça veut dire que déjà, sur cette première annonce, en termes de partage du fruit de la croissance, il s'est mal lancé. Il devait débarquer dès le lendemain. Dès le lendemain. Oui. Ouais, il n'a pas été débarqué parce que il y avait personne pour comprendre l'anomalie dans ces annonces. C'est ce qui est étonnant pour moi, parce que les grands leaders de l'opposition qu'on a aujourd'hui sont quand même aussi des économistes. Je n'ai entendu aucun d'eux s'attaquer à cette annonce. Bien. Au-delà donc de cette annonce qui, vous pensez, a été mal annoncée, si on se permet le pléonasme, oui. Il y a aussi d'autres annonces faites par Kassory, d'autres situations qu'il avait projetées. Oui, ok. Donc, avant de venir aux deux autres aspects, corruption et promotion de l'emploi pour les jeunes, parlant d'annonces, quand il était encore ministre d'État, chargé, entre autres, du partenariat public-privé, c'est lui qui avait présidé à l'époque à la signature, non pas la signature, aux négociations portant sur un accord entre la Chine et la Guinée autour de 20 milliards de dollars d'infrastructures contre nos ressources minières. Et à l'époque, il disait que dès la signature du protocole, un montant d'1,4 milliard de dollars serait tout de suite rendu disponible sur la période 2017-2018 pour faire face, entre autres, aux infrastructures, à la mise en place des infrastructures suivantes, c'est-à-dire l'extension du port autonome de Conakry. Et tout le monde a vu qu'à un moment donné, en 2018, il y a eu des remous-ménages autour de l'attribution d'un contrat d'extension de ce port-là. Notamment aux à Turcs. une société turque, oui. Al-Bayrak. Al-Bayrak, hein? Ok. Au lieu que une partie de ce package de 1,4 milliard dans le protocole d'accord de 20 milliards avec la Chine ne soit donné pour l'extension du port autonome de Conakry, oui. comme annoncé par Kassory, oui. cette partie, ce projet d'extension a plutôt été donné à Al-Bayrak, oui. de la Turquie. Oui. Donc, il y a problème là-bas. Parce que normalement, on était supposé avoir les moyens
de dans financer le cadre de ce protocole avec la Chine. Ouais, de financer l'extension du port. Donc, ça n'a pas été Auquel cas, ça aurait revenu tout de suite à la Guinée et plutôt qu'à cette société turque. Deuxièmement, ce financement sous forme d'infrastructure, bien sûr, de 1,4 milliard était destiné également à la construction d'une autoroute entre Koya et Dabola. Qu'en est-il aujourd'hui, 2 ans après? On est en 2019 là. Qui devait être réalisé aussi dans ce package là. Cette enveloppe de 1,4 milliard de dollars. Oui. À l'époque, on parlait de la construction d'une autoroute. Aujourd'hui, on ne parle même pas de la construction d'une route simple, mais du rafistolage de la route existante. Donc, qu'en est-il des 1,4 milliard? Ce montant devait servir également à la construction de l'une des 4 universités régionales. Qu'en est-il aujourd'hui? Où est cette université? En tout cas, elle n'est pas sortie de terre apparemment, ou sinon peut-être qu'elle est en chantier. Ouais, voilà. Et enfin, ce montant devait servir aux travaux sur les voiries urbaines de Conakry. Donc l'autre jour, j'ai suivi l'intervention des membres du gouvernement sur la mise en place prochaine des échangeurs au carrefour Bambeto et qu'ils étaient en train de rechercher le financement. Aussi au niveau du rond-point Amdala, qu'ils ont obtenu, qu'ils ont bouclé le financement. Je me suis demandé, mais ces coins-là ne font-ils pas partie de la voirie urbaine de Conakry? Pourquoi on cherche des financements sous forme de dons ou même de prêts pour un projet dont le financement est déjà acquis depuis 2017? Avec les Chinois. Avec les Chinois. Donc, alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce protocole a été signé? Est-ce que les 1 milliard ont été obtenus? Ont été obtenus? Auquel cas, pourquoi on se réjouit de la mobilisation de 50 millions de dollars sous forme de prêt peut-être, alors qu'on a une enveloppe de plus de 1 milliard de dollars. Qui était censé être disponible, mais peut-être en contrepartie d'infrastructures. Oui, en infrastructure, bien sûr, pas en espèces. Voilà. Donc, est-ce que ce contrat, il a cours aujourd'hui? Auquel cas, où est la contrepartie de la Guinée? Donc, vous voyez, ce sont ces annonces-là qui se font en pompe, mais qui sont destinées à distraire. Parce que sur le terrain, on n'a rien vu entre-temps. Il n'y a rien. Bien. Alors, au-delà de cela, il y a aussi la question de la lutte contre la corruption. Que Kassouri, quand il avait a brandi comme son cheval de bataille. Oui. Ça, c'est bien. Mais la lutte contre la corruption doit s'inscrire dans une logique du système. C'est systémique. C'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 cas de cadres qui ont été récemment épinglés, mais ça doit aller au-delà de ça. Ce n'est pas de façon sporadique, mais c'est spectaculaire, c'est de façon systémique. Parce que la lutte contre la corruption passe par 3 étapes qui sont complémentaires. Il y a l'étape de la prévention, il y a l'étape de la détection et il y a l'étape de la répression. Parlant de la détection, parlant de la prévention, c'est l'ensemble des démarches réelles ou psychologiques qu'on engage afin de réduire la propension à aliéner les ressources chez les intervenants. Et elle peut prendre la forme psychologique, elle peut prendre la forme réelle. La prévention, oui, de la corruption dans un pays. Oui. En ce qui concerne la forme psychologique, on peut, par exemple, penser
c'est la perception que ça crée, quoi. Qui est en charge de cette croisade contre la corruption? Ça c'est important. Est-ce que cette personne, elle a un crédentiel dans le domaine? Elle a un record? Est-ce qu'elle jouit d'une crédibilité publique? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui prône la lutte contre la corruption, oui, la personne qui dans l'esprit, la oui, personne qui lance le défi de la lutte contre la corruption, oui, devant les peuples, devant les citoyens, est-ce que cette personne même est un modèle de transparence? Est-ce que cette personne est crédible? Oui. Donc ça c'est la dimension psychologique, la dimension psychologique de la phase de prévention, oui, de la corruption. La corruption. Et dans le cas de la Guinée, la personne qui est devant là, c'est Kassory. Voilà. Est-ce que M. Kassory a un crédentiel en la matière? Bien. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit qui court autour de lui. Bon, je dois dire que je n'ai aucun élément. Je n'ai pas d'élément. Oui. Mais c'est que dans la perception, elle est mise en doute dans certains esprits. Oui. Donc, par rapport à cette question, la prévention psychologique n'est pas assurée là. Bien. Il y a la prévention à la dimension réelle de la prévention. Oui. Et à juste titre, à l'époque, il disait que la corruption, la lutte contre la corruption ne passe pas seulement par la répression, mais aussi par la motivation. Je suis très d'accord avec lui sur cet aspect. Donc, la motivation en termes de traitement, la motivation en termes des avantages au niveau de la retraite, la motivation en termes de promotion liée à un travail proprement fait, etc. Des agents de l'État. Des agents de l'État. Donc, il faut qu'il y ait des actions à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la détection, qui est la deuxième dimension, est-ce qu'il y a des procédures suffisamment adéquates pour permettre de détecter les cas de corruption, de malversation financière. Donc cela nécessite certaines réformes par rapport à la situation de référence. Et je crois qu'à l'époque, quand le président de la République parlait de l'unicité des caisses de l'État, c'était un peu dans ce sens. Mais l'unicité des caisses de l'État est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer en Guinée dans les conditions actuelles. Parce que l'unicité veut dire que chaque paiement qui se fait au trésor public, ou chaque paiement qui doit arriver en tout cas au trésor public, se fait directement sur un compte unique. Autrement dit, vous êtes à Tougué, vous partez à l'hôpital préfectoral de Tougué, vous achetez le carnet. Le carnet constitue les frais de consultation des hôpitaux publics. Donc quand vous achetez ce carnet, l'unicité des caisses signifierait que vous n'achetez pas ce carnet à l'hôpital, mais vous allez acheter ce carnet quelque part où le versement va se faire directement dans cette caisse unique contre la remise d'un reçu, et que c'est ce reçu qui vous servira à obtenir le carnet une fois à l'hôpital préfectoral de Tougué. Donc c'est un dispositif viable, fiable, mais qui n'est pas praticable en ce moment. Non. Pour pouvoir détecter des cas de corruption. Non. Parce que c'est un dispositif, s'il est mis en place, oui, maintenant tous ceux qui vont essayer de le contourner peuvent être détectés, oui, comme cas de corruption, oui, de détournement, oui, des fonds. Tout à fait. Ça dit que ce sont la mise en pratique, vous pensez, n'a pas pu être fait? Non, c'est impossible. Ce sont des mesures conservatoires qu'on met en place pour que dès lors que tu essaies de faire autrement, dans l'exemple que j'ai donné, le patient qui doit se rendre, qui doit bénéficier des services de l'hôpital régional de Tougué, ne peut être traité ou consulté que lorsqu'il vient avec ce reçu.
Le reçu pour l'argent qu'il a pu payer. Qu'il a pu payer. À l'un des guichets. Oui. Du compte unique c'est ça? Du compte unique. Oui. Il y a un compte unique. Dès lors que tu veux faire un paiement, le paiement se fait immédiatement sur ce compte unique. Il y a aussi la question, la dimension répression. De la corruption. De la corruption. Bon, ce sont ces trois dimensions qui s'entremêlent entre elles pour soutenir un programme de lutte contre la corruption. Ce ne sont pas des actions sporadiques. Et donc déjà, ce qui a déjà eu lieu, qu'on peut compter jusqu'à 3 cas d'exemple maintenant, vous les qualifiez d'actions sporadiques et spectaculaires qui n'ont obéi à aucune de ces démarches-là que vous venez de citer, la phase préventive qui, elle, comporte la dimension psychologique, qui inspire confiance au vu de celui qui est devant et qui mène cette lutte contre la corruption, la dimension réelle donc, de la phase prévention qui consiste à motiver les uns et les autres, et tout, et puis la détection et la répression. On n'est pas passé par là parce que quand Kassory est venu, tout de suite on a vu 2 premiers cas. Le cas du directeur de l'OGP qu'on a dit être épinglé par un détournement de plusieurs milliards, le cas du directeur de l'OGC et maintenant c'est le cas du directeur général de l'Alonagui qui vient d'être enlevé et poursuivi. Vous pensez que ces 3 cas tout simplement sporadiques, spectaculaires et populistes? Oui, parce que si effectivement, si ça ne s'inscrit pas dans une logique de système, dans une démarche, ça risque d'avoir l'allure de vengeance ou de règlement de comptes. Pourtant, ils ont dit qu'ils ont fait des inspections d'État. Oui, pourquoi eux? Pourquoi pas d'autres? Est-ce qu'on a établi un programme cohérent pour identifier les structures de l'État pour une période donnée qui doivent faire l'objet d'inspection et que ces 3 structures se retrouvent dans ce système-là? C'est-à-dire pourquoi eux? Pourquoi pas d'autres? Alors qu'il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Pourquoi c'est eux qu'on a visés? Ça doit se faire dans une logique où comment on appelle ça? La volonté, le désiderata personnel ne se sentent pas dans la démarche. Sinon, la démarche va être perçue comme étant corrompue et comme étant au service d'un certain nombre d'individus. Donc, sur ce terrain aussi de la lutte contre la corruption, Kassory est passé à côté. Il ne peut pas, à cette allure-là. Il est passé à côté de ces Il est passé complètement à côté. Je ne sais pas les montants compromis au niveau de ces 3 structures. Oui, je ne connais pas les montants compromis. Pour d'autres, c'est 27 milliards, d'autres, c'est 40 milliards, et puis ainsi de suite. Oui. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, en Guinée. Pour le cas de tous les cas de détournement qu'il y a en Guinée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. Alors donc, bref, ça veut dire que le tableau est assez sombre au compteur de Kassory Fofana et de son gouvernement au vu des annonces qu'il a faites quand il venait d'être nommé comme Premier ministre. On va évoluer sur d'autres analyses de la situation économique du pays. Mais dans la deuxième partie de cette émission, là, nous aborderons notamment les perspectives, mais aussi les bilans sectoriels qui ont été faits par certains ministres déjà, notamment du ministre des Télécommunications et du ministre des Mines. Et là-dessus, notre invité, M. Sitan Keita, il portera son analyse juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat et qui a comme invité M. Mamadi Sitan Keita, je le rappelle,
consultant international et spécialiste du développement économique et social, qui donc se penche sur le tableau des actions économiques du gouvernement Kassory, l'autopsie de cette gouvernance économique, mais aussi en ce qui concerne les résultats que nous constatons déjà, comparés aux annonces qui ont été faites à la mise en place de ce gouvernement et l'analyse des compte rendu sectoriel des différents ministres du gouvernement Kassory. Là-dessus, toujours sur ce plateau avec notre invité. Oui, alors avant de passer notamment à l'analyse des bilans présentés par notamment 2 ministres du gouvernement Kassory pour l'instant, les secteurs qui nous intéressent, télécommunications, mines. D'abord, vous avez parlé des 3 axes annoncés par Kassory, notamment les performances, le partage du fruit de la croissance, la question lutte contre la corruption, mais aussi de l'emploi, la promotion de l'emploi, notamment pour les jeunes. Qu'est-ce que vous avez constaté là aussi? Oui, justement, peut-être que vous aussi vous l'avez constaté, c'est qu'on n'a rien constaté dans ce sens. Parce que la promotion de l'emploi en faveur d'une couche particulière, c'est la promotion de l'auto-emploi, en fait. Elle aussi s'inscrit dans une logique de système. Il s'agit d'identifier les obstacles principaux auxquels cette couche est confrontée dans la démarche de mise en place des business. Et parmi ces étapes, ces obstacles-là, il y a, par exemple, un institut de sondage, Géopol, qui a identifié 3 obstacles principaux à l'émergence ou à la mise en place des start-up par la couche juvénile en général. Il y a le manque de capitaux qu'on appelle contribution personnelle, de fonds propres, quoi, souvent exigés par les institutions de financement. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent, les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc, avant de te prêter, elles doivent s'assurer que tu en contribues également. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour faciliter ces genres de garanties à des jeunes porteurs de projets, qui veulent mettre en place des start-up? Il n'a rien fait. Il y a les garanties. Les garanties sont un peu différentes des contributions personnelles. La garantie peut s'étendre jusqu'au montant global du prêt fait. Évidemment, les jeunes n'ont pas de garantie à fournir là. Et il y a aussi le caractère prohibitif du taux d'intérêt. Donc, ce sont ces 3 obstacles principaux que cet institut avait identifiés en Afrique en général. C'était en Afrique du Nord, mais c'est valable aussi pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour essayer d'adresser ces obstacles-là à l'émergence des petites et moyennes entreprises? Rien. Il y a aussi la question d'accompagnement technique de ces promoteurs-là. Depuis la conception de leur projet jusqu'à son implantation et son développement. Il y a des pays qui ont prévu des mécanismes d'accompagnement à travers les incubateurs. Au Sénégal, il y a une 40aine d'incubateurs. Ce qu'on appelle maison des jeunes ici. Comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des incubateurs. Et en Éthiopie, il y a des incubateurs. Il y en a 1300. Ce sont des lieux qui ont été spécifiquement aménagés par les pouvoirs publics pour assister les nouveaux promoteurs, non seulement dans la conception des porteurs d'initiatives, la traduction de ces initiatives en projets bancables et l'obtention du financement, etc. Donc vous pensez que sur ce plan, il n'y a eu aucune visibilité dans les actions du gouvernement Kassory à travers peut-être le ministère de l'Emploi, ministère de la l'Emploi, Jeunesse? Oui, ça va au-delà
du ministère de la Jeunesse. C'est un tout. Hein. C'est un tout. C'est pour ça que j'ai parlé du ministère de l'Emploi, parce qu'il y a le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune, et il y a le ministère de l'Emploi également. Voilà. Du travail et de l'emploi. Du travail et de l'emploi. Et ça doit concerner le ministère des Finances. Ça doit concerner, oui, beaucoup d'intervenants là. Mais il revient au Premier ministre d'impulser une telle dynamique. Et ça a manqué? Ça a manqué, on n'a rien vu. Tout ce qu'on entend de temps à autre, c'est que, oui, il y a un fonds qu'on a logé là, un fonds de garantie. Les fonds de garantie ne réussissent jamais. Parce que quand tu mets en place un fonds de garantie, ça veut dire quoi? Que le promoteur qui reçoit le financement n'a plus à se faire beaucoup de soucis pour le remboursement, parce qu'il y a le fonds de garantie qui est là. Il y a un fonds de garantie. Il n'y a plus une sorte de pression. De pression. D'obligation de résultats. Oui. Et de gestion rationnelle. Oui. Des ressources qui ont été mises à disposition. Oui, parce que le fonds de garantie est là. L'institution de financement qui fait le prêt n'a aucune motivation pour recouvrer, parce que le recouvrement a un coût. Et sachant que, de toute façon, le remboursement est garanti par le fonds, là, elle aussi, elle n'a aucune motivation. Donc, ouais, et le fonds de garantie ne contribue pas à la réduction du taux d'intérêt, qui est un des obstacles. Donc, finalement, c'est un fonds qui est là et qui va bénéficier aux copains et camarades qui vont bénéficier des emprunts, quoi. C'est fait à dessein. Donc, malheureusement, ça n'a absolument rien donné. Ça n'a rien donné et ça ne donnera rien. Et je vais terminer sur ce point. Parce que les mesures ne sont pas efficaces. C'est pas efficace, c'est pas réfléchi. Et j'ai suivi le Premier ministre Kassori sur la question des logements sociaux, par exemple. Il disait qu'ils ont mené toutes les négociations avec la corporation des banques et que le seul obstacle qui subsiste à l'époque et concernait justement ce fonds de garantie. Pourquoi vous avez besoin d'un fonds de garantie alors que l'actif immobilier, les appartements et autres là, qui seront vendus, constituent des garanties naturelles là. C'est-à-dire que si, en cas de défaillance, en cas d'insolvabilité, on saisit le bien. On saisit le bien. Donc, ce que j'ai senti derrière cette question de fonds de garantie dont il parlait, c'est que probablement, s'ils réussissent à constituer ces fonds sur la base des ressources publiques, ces appartements et autres vont être cédés à des copains et des camarades pour qu'à un moment donné, ils soient déclarés insolvables et que l'on utilise les fonds publics, les ressources publiques pour rembourser. Et donc pour se partager. Pour se partager. Sinon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la question des fonds de garantie. Le problème est réel en Guinée par rapport à la mise en place des sociétés immobilières, c'est la faiblesse du niveau de salaire. C'est le niveau de salaire qui est faible. Si le niveau de salaire était conséquent, il y a des investisseurs, des bailleurs de fonds privés à Dubaï, à Qatari et autres. J'ai vu l'exemple en Tunisie, où les Qataris sont venus transformer un lac en des immeubles. C'est le quartier le plus chic là-bas, qu'on appelle les Belles du Lac. Donc, parce que le niveau de salaire est conséquent. Il y a ces privés qui ont des fonds dormants un peu partout et qui sont capables de venir investir dans les sociétés immobilières ici. Absolument. Mais aussi longtemps que le niveau de salaire restera tel qu'il est, ils ne viendront pas. Parce qu'ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de preneurs. De capacité, de preneurs capables de rembourser. Vous êtes payé à 2 millions, 3 millions. Alors, mensuellement... Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre un appartement à 200 millions, ou 300 millions. Rembourser sur une échéance de 5 ans. Non, justement, c'est pas 5 ans, ça va jusqu'à 60 ans, 70 ans, ça trouve que tout le monde est mort. Bien. Donc le gars, il ne viendra pas avec ça. Bien. Et donc on va passer à l'autre question, c'est cette fois-ci,
Cette conférence de presse sectorielle, c'est un exercice auquel d'ailleurs les ministres du gouvernement Kassori se sont livrés depuis un certain temps. Et il y a un certain nombre qui sont déjà passés. Et celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui, en tout cas pour le cas d'aujourd'hui, c'est notamment le ministre des Mines qui a annoncé bien de performances, bien d'avancées, et le tableau est tout réluisant, en tout cas à l'écouter. Et quel est le constat que vous aussi vous avez fait? Parce que justement c'est un compte rendu qui a une forte dimension économique, parce qu'il parle de l'argent qu'on a engrangé, notamment d'abord des investissements qui ont été faits, et de ceux qu'on a capitalisés là comme contribution du secteur minier au budget national. Bon, j'ai lu ce point de presse du ministre des Mines. Je l'ai lu, mais la conclusion que j'en ai tirée, c'est que probablement c'est quelqu'un qui a été poussé à aller forcément parler sur ses réalisations. Oui, parce que il ne s'est employé qu'à distraire les esprits, mais sans vouloir donner de faux chiffres. Le ministre des Mines? Oui. Il dit qu'en 8 ans, ils ont pu mobiliser en faveur du secteur minier plus de 10 milliards de dollars. Et que, avant eux, pendant 50 ans, on n'a investi que 5 milliards de dollars dans le secteur. C'est-à-dire les autres régimes précédents, pendant 52 ans, n'ont pu investir que 5 milliards de dollars dans le secteur. Et qu'eux, ils ont mobilisé, en 8 ans, un peu plus de 10 milliards de dollars, dont 3 milliards et quelques seraient en cours d'exécution aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Il fait exprès, il confond délibérément, parce que moi je sais que lui il connaît la différence, investissement et mobilisation. Il dit que pendant 52 ans, on a investi 5 milliards. Il dit pendant 8 ans, eux, ils ont mobilisé un peu plus de 10 milliards. Donc il y a une confusion. Oui, mais c'est délibéré. C'est pour confondre les esprits, pour amener les esprits à dire, ah oui, ils ont fait mieux. Mais quand tu vas le coincer, il va dire, non, 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 j'ai pas dit investir, j'ai dit mobiliser. Effectivement, c'est mobiliser. La mobilisation, c'est toute chose entre l'engagement obtenu et l'encaissement de l'engagement. Donc, en l'espèce, s'il a parlé de mobilisation de 10 milliards, peut-être dans ça, il y a les simples engagements qui ne sont pas encaissés encore. Dans les 10 milliards, en réalité, l'investissement est de 3 milliards. Non, ce n'est pas connu non plus. Il dit que 3 milliards et quelques sont en cours. Combien sont réalisés? Dites-nous ça. Est-ce que c'est 50 000 dollars? Est-ce que c'est 100 000 dollars? Est-ce que c'est 2 millions? Ok. Donc, comprenez? Parce que l'engagement peut se réaliser tout comme il peut ça peut ne pas se réaliser. Voilà. Comme par exemple 1 milliard 400 millions du ministre Kassori là. Avec les Chinois. Avec les Chinois. Qui devaient tomber. Oui. Est-ce que c'est venu? On en est aujourd'hui à se demander est-ce que c'est venu alors que ça avait été mobilisé là. Donc quand tu dis mobiliser, c'est toute chose qui va de l'engagement à obtenir ou à donner à l'encaissement effectif. Maintenant, pourquoi lui compare la mobilisation aux investissements? Si ce n'est pas pour des précédents régimes. Des précédents régimes. Là-bas, il reconnaît au moins que 5 milliards ont été investis. Qui existent et qui sont en train d'être utilisés, qui capitalisent. Voilà. Alors, s'ils ont investi 10 milliards, puisqu'ils comparent les 5 milliards des régimes précédents à leur accomplissement, donc s'ils ont investi 10 milliards, où sont les traces de 10 milliards? C'est une exploitation sauvage de nos mines là qui se produit. C'est-à-dire qu'ils transportent la terre dans les véhicules. Alors qu'au moins les autres, ils ont construit des rails, ils ont construit des cités minières, ils ont construit des ports minéraliers, etc. Mais et eux? Donc on ne sait pas combien ils ont investi. Donc ce chiffre-là est destiné simplement à distraire le peuple. Parce qu'ils savent bien que, accablé par la pauvreté, le peuple n'a pas le temps de réfléchir, d'analyser. Donc il y a lieu de faire le distinguo entre mobilisation de fonds
et investissement. Voilà. Réel, oui. réel sur le terrain. Encore une fois, je m'attendais à une réaction de nos leaders politiques, mais je n'en ai pas entendu. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas aussi les choses? Non, je pense qu'ils sont capables de comprendre. Et c'est ce qui me choque. Parce que ce sont, en fait, ils sont supposés être des éminents économistes. Là. Absolument. Voilà. Et que le ministre des Mines vienne tenir de tels propos et que je n'entende pas leur réaction, ça me choque. Deuxièmement, il a parlé, pour terminer ce sujet, il a parlé de l'accroissement de la production de bauxite, qui serait passé de moins de 20 millions de tonnes à leur arrivée à 60 millions de tonnes aujourd'hui. Et enchaînant sur sa logique, il dit que la contribution du secteur minier au budget national est passée à augmenter de 43% depuis leur arrivée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, en fait le budget guinéen en dollars ne varie pas, n'a pas varié sensiblement, quoi. Donc cela veut dire que, à leur arrivée, si les moins de 20 millions de tonnes rapportaient 100 millions d'unités monétaires, et leurs 40 millions de tonnes additionnelles n'a rapporté que 43 millions d'unités monétaires. Autrement dit, il leur faut, à ce rythme-là, 100 millions de tonnes de production annuelle pour avoir les recettes correspondant à ce que les 20 millions de tonnes rapportaient. Donc là, la question qui se pose est de savoir où va la différence là. Bien. Elle bénéficie à qui? Ça dit que si on avait gardé la même proportion De production, on devait être à plus de 300 millions. En fait, non, la contribution du secteur minier au budget aurait triplé aujourd'hui. Normalement. Voilà. Mais elle n'a augmenté que de 40%. Donc la différence là bénéficie à certaines personnes. Que le ministre des Mines vienne nous dire à qui ça bénéficie. Soit au lobby, soit à ceux qui investissent. Peut-être qui... Non, eux. Ou bien... Parmi eux, à qui ça bénéficie. Bien. Ou alors qui viennent dire, effectivement, on est en train de brader les ressources du pays. Parce que ça, c'est une autre possibilité. Si c'était vendu à 5 $ hier, c'est vendu à 1 $ aujourd'hui. Toi, tu peux dire que tu fais mieux que les autres, comme il faut les respecter, là. Ouais. C'est là le problème. Bien. Donc, il n'est plus temps de s'asseoir dans son petit coin et faire des déclarations non cohérentes et insultant le peuple. Qu'ils viennent, on va parler ici. Bien, et ce n'est qu'un début. Et justement, on fera en sorte que ces contradictions se perpétuent et qu'on analyse effectivement ce genre de compte-rendu. Et c'est pour cela que nous reviendrons sur le cas des télécommunications, oui. Mais aussi on restera encore dans le cas des mines. Hein. On oui. ira un peu plus en détail oui. sur l'équivoque justement que vous venez de relever. Oui. Pour l'instant, on ne peut que vous dire merci, merci d'être passé bien. pour cette analyse et à très bientôt. Merci bien, Merci à très beaucoup. bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout au compte de ce numéro de Café Débat. On se retrouve demain avec un autre invité et pour bien entendu aborder d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.